Aimer, c'est désirer s'emparer d'une liberté, la faire nôtre sans l'anéantir. Nous avons tous connu ce vertige, cette aspiration ardente à fusionner avec l'autre, à abolir les frontières de nos êtres. On se penche sur l'être aimé, on cherche à y lire la confirmation de notre propre valeur, de notre propre existence. Il y a ce moment suspendu où l'on croit se fondre, où l'on imagine que l'autre deviendra un prolongement de soi, une garantie éternelle contre la solitude et l'angoisse. Mais invariablement, une fissure apparaît. La personne en face de nous, aussi aimante soit-elle, demeure une conscience autonome, imprévisible, capable de choix qui nous échappent. Ce décalage entre le désir de possession et la réalité de l'altérité est une blessure secrète, une déception lancinante qui hante les recoins de nos relations les plus intimes. On se sent parfois comme un sculpteur face à une matière vivante, qui refuse obstinément de prendre la forme qu'on lui destine, qui vibre de sa propre volonté, rappelant sans cesse notre impuissance fondamentale à modeler l'âme d'autrui. C'est un désarroi silencieux, une incompréhension face à cet échec répété de la fusion parfaite, une énigme existentielle qui nous laisse souvent désemparés devant la personne que nous prétendons connaître le mieux, celle que nous aimons de tout notre être. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Paul Sartre et de cette énigme déchirante, le paradoxe de l'amour, tel qu'il a magistralement exploré dans son œuvre colossale, Astérisque l'être et le néant astérisque. Sartre, ce géant de la pensée du XXe siècle, nous invite à regarder cette tension non pas comme une simple difficulté psychologique ou une maladresse relationnelle, mais comme le symptôme d'une structure profonde de notre être. Il nous confronte à l'idée que l'amour, tel que nous le concevons et le vivons, est peut-être une tentative désespérée de combler un vide existentiel, un projet voué à une certaine forme d'échec par la nature même de notre liberté et de celle d'autrui. Nous découvrirons ensemble comment, pour Sartre, l'amour n'est pas ce havre de paix que l'on nous promet, mais plutôt un champ de bataille incessant, un combat où chacun cherche à s'approprier la liberté de l'autre sans jamais y parvenir véritablement. Ce n'est pas un constat pessimiste destiné à nous décourager, mais plutôt une invitation à une lucidité radicale, à une compréhension plus aiguë de ce qui se joue réellement dans nos attachements les plus profonds. L'enjeu est immense car il touche à notre rapport à l'autre, à notre propre identité, et à la quête incessante de sens dans un monde qui, selon les mots de certains, nous jette dans l'existence sans mode d'emploi. Comment aimer alors? Si aimer c'est vouloir se perdre et vouloir s'affirmer en même temps, si c'est vouloir englober l'autre sans le réduire à un objet, sans le transformer en pur reflet de soi. C'est cette question fondamentale, cette impossibilité foncière d'une relation parfaite et apaisée, que nous allons décortiquer, couche après couche, pour saisir la complexité vertigineuse de l'expérience amoureuse telle que Sartre nous la révèle. Il s'agit de comprendre pourquoi l'amour, loin d'être un simple sentiment, est un projet existentiel risqué, un pari incessant sur l'autre, dont l'issue n'est jamais garantie, et dont la nature même est paradoxale. Chaque tentative de posséder l'autre ne fait que le renvoyer à sa propre liberté, cette liberté insaisissable qui est à la fois ce qui nous attire et ce qui nous échappe. C'est une danse périlleuse entre le désir d'être l'unique fondement de l'autre et le respect de son autonomie absolue, une tension dont la résolution est constamment remise en question. Le voyage que nous entreprenons est donc une plongée au cœur de nos illusions les plus tenaces concernant l'amour, pour en débusquer les mécanismes cachés et en affronter la dure réalité philosophique. Il s'agit de voir si derrière cette vision apparemment sombre, il n'y a pas aussi une voie vers une authenticité relationnelle, une manière de vivre l'amour non pas comme une fusion illusoire, mais comme une confrontation lucide et courageuse avec la liberté d'autrui. La question n'est pas de savoir si l'amour est possible, mais quelle forme authentique il peut prendre une fois dépouillé de nos attentes les plus aliénantes. C'est un cheminement qui nous promet de ne pas laisser indemne notre vision de l'amour et de soi, un cheminement vers une compréhension plus exigeante et peut-être plus vraie de ce lien si humain, si central, et pourtant si profondément mal compris. On se souvient tous de ces moments fugaces, ces instants où l'on se sent soudain pris, observé, épinglé par le regard d'un autre. Peut-être est-ce dans un café, attablé, perdu dans ses pensées, ou marchant dans la rue, quand tout à coup, un œil inconnu se pose sur nous. Ce n'est pas un simple contact visuel, c'est une sensation intérieure, une sorte de gel qui nous saisit. Notre corps, notre posture, nos gestes, tout ce qui était auparavant une expression fluide de notre subjectivité, se rigidifie. Nous ne sommes plus simplement nous-mêmes, flottant librement dans notre propre conscience. Nous devenons un objet pour cette autre conscience, un personnage défini par son interprétation, un fait dans son monde. C'est une étrange dépersonnalisation qui s'opère, une perte silencieuse de notre souveraineté intérieure, comme si une partie de notre être nous était soudainement arrachée, placée sous l'égide du jugement extérieur. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une chair qui rougit, une gêne qui monte, une conscience qui se sent réduite, exposée, comme le soulignait Sartre, à la merci d'une liberté étrangère. Cette expérience du regard d'autrui est fondamentale, car elle nous révèle une vérité inconfortable sur notre existence.
Avant ce regard, nous étions notre propre centre, une conscience jaillissante, sans essence fixe, se projetant constamment vers l'avenir, créant notre propre sens à chaque instant. C'est ce que Sartre appelle l'être pour soi, cette vacuité fondamentale, cette absence d'être figé qui fait de nous des êtres libres, des existences qui précèdent l'essence. Nous ne sommes pas une table qui est simplement une table, une chose inerte, pleinement ce qu'elle est et rien d'autre. Non, nous sommes un manque, un désir perpétuel, une question ouverte, une possibilité infinie. La table est l'être en soi, pleine, opaque, sans fissure, tandis que l'homme est cette béance, ce néant au cœur de l'être, capable de se projeter, de se définir, mais jamais de se reposer dans une identité achevée. Nous portons en nous cette angoisse vertigineuse de notre liberté, le poids écrasant d'avoir à nous inventer à chaque instant, sans aucune balise prédéfinie. C'est cette liberté radicale qui nous est à la fois notre plus grande fierté et notre plus grande souffrance. Car être libre, c'est être condamné à choisir, à inventer sa propre moralité, son propre chemin, sans jamais pouvoir s'abriter derrière une nature humaine préétablie, une essence universelle ou une volonté divine. C'est être entièrement responsable de ce que l'on est et de ce que l'on fait, pour soi et pour l'humanité entière, comme le pensait l'existentialiste. Cette responsabilité est si lourde que l'on cherche souvent à s'en décharger, à s'enfuir. Nous cherchons des excuses, des circonstances atténuantes, nous nous persuadons que nous n'avons pas le choix, que nous sommes ainsi faits, que c'est notre caractère, notre passé, notre environnement qui nous dicte nos actions. Nous nous dédouanons de notre liberté en nous comportant comme des choses, comme des êtres en soi, figés dans un rôle, une habitude, une identité confortable. Cette tentative de se mentir à soi-même, de renier notre liberté en nous prenant pour un être en soi, Sartre la nomme la mauvaise foi. C'est le caissier qui n'est que caissier, l'intellectuel qui n'est qu'intellectuel, le séducteur qui se conforme au rôle du séducteur. Ils se laissent définir par leur fonction, par l'image que les autres ont d'eux, ou par une idée préconçue d'eux-mêmes. Ils oublient qu'ils sont toujours plus que leur rôle, qu'ils peuvent le transcender à tout moment, qu'ils sont cette liberté même de choisir d'être autrement. La mauvaise foi est cette constante oscillation entre se considérer comme un objet déterminé et se sentir cette conscience libre et transcendante. C'est une danse épuisante, une ruse de la conscience pour échapper à l'angoisse de sa propre liberté, pour se rassurer en s'imaginant une essence, une fixité. Nous aspirons à être un en-soi pour le pour-soi, à devenir une substance pleine et justifiée, à exister avec la même densité qu'une roche ou un arbre. Et c'est précisément ici que l'autre, le regard d'autrui, entre en jeu de manière si troublante. Lorsque nous sommes sous le regard de l'autre, nous devenons un objet pour lui, un être en soi constitué, défini. Nous passons de l'état de conscience flottante à celui d'être pour autrui. Nous sommes soudain ce que l'autre voit, juge, interprète. Ce processus est insupportable pour notre liberté, pour notre pour-soi qui refuse d'être figé. Pourtant, paradoxalement, nous désirons ce regard. Nous désirons que l'autre nous confère une essence, qu'il nous dise qui nous sommes, qu'il nous fixe dans une image. Nous voulons exister pleinement et définitivement dans la conscience de l'autre, devenir cet être en soi stable et rassurant que nous ne pouvons être par nous-mêmes. C'est un désir profond de validation, de confirmation, de repos. Nous cherchons dans l'autre le miroir qui nous renverra une image achevée de nous-mêmes, une image qui nous délivrerait de la terrible responsabilité de notre propre invention. L'amour, dès lors, apparaît comme l'ultime tentative d'atteindre cette impossible fusion. Nous ne voulons pas seulement être perçus par l'autre, nous voulons que l'autre nous reconnaisse dans notre totalité, qu'il s'approprie notre liberté, non pas pour l'anéantir, mais pour la magnifier, pour qu'elle devienne le fondement de son propre monde. Nous désirons être l'objet suprême de la conscience de l'être aimé, le centre de son univers, la raison d'être de son regard. Nous souhaitons que notre existence trouve sa justification, son plein accomplissement dans les yeux de l'autre. Le projet amoureux est donc une tentative désespérée de nous réapproprier notre être pour autrui en le rendant le fondement de notre être pour soi. Nous voulons que l'autre nous donne une essence, qu'il nous rende cet en soi désiré, tout en gardant notre liberté. C'est cette contradiction intime, cette quête d'une identité stable et pourtant libre, qui rend l'amour si complexe, si potentiellement douloureux pour Sartre. La quête de cette fusion parfaite est une illusion, car elle nie la liberté foncière de l'autre et la nôtre. Nous voulons que l'autre nous aime, non pas pour nos qualités contingentes, mais pour notre liberté même, pour cette capacité que nous avons de nous inventer. Mais en même temps, nous voulons que cette liberté de l'autre soit orientée exclusivement vers nous, qu'elle soit une liberté captive, une liberté qui nous choisit comme son unique raison d'être. Nous ne voulons pas être aimés pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, ou plutôt pour ce que nous nous efforçons d'être. Et l'autre, en nous aimant, nous révèle cette dimension d'être pour l'autre, il nous objective, nous fixe. C'est la terrible et fascinante dialectique de l'amour sartrien, où le désir d'être tout pour l'autre rencontre l'impossibilité de nier la liberté de l'autre, une liberté qui peut à tout moment se détourner, choisir ailleurs, nous réduire à un objet parmi d'autres.
L'amour est un champ de force où se confrontent deux libertés, chacune aspirant à être le fondement de l'autre, sans jamais pouvoir l'être pleinement, sans jamais pouvoir la servir sans la détruire. Cette compréhension de l'amour, loin d'être un chemin doux et paisible, nous place face à une tension constante, une insécurité existentielle inhérente à la relation. L'amour n'est pas un état de fait, une possession définitive, mais un défi perpétuel, une reconquête constante de la liberté de l'autre. Chaque geste d'amour est une invitation à l'autre de nous reconnaître, de nous choisir encore, de nous préférer à toutes les autres possibilités. Et chaque fois que l'autre nous choisit, il réaffirme sa propre liberté. Cette liberté qui, en nous choisissant, nous fonde pour un instant, mais qui, en même temps, pourrait tout aussi bien choisir de ne plus nous choisir. C'est un engagement sans garantie, une promesse qui se défait et se refait à chaque instant, une danse existentielle où la certitude est une illusion dangereuse. L'amour n'est pas une fusion, mais une confrontation des subjectivités, un face-à-face angoissant avec la liberté d'autrui et la nôtre, une exploration sans fin des abîmes de l'être. Pensez à ces moments intenses, parfois silencieux, où l'on se sent exposé, vulnérable, mais aussi étrangement puissant. C'est l'expérience de la honte, ce sentiment brûlant qui nous traverse lorsque nous réalisons soudain que nous sommes vus, jugés, ou même simplement perçus dans notre nudité existentielle par le regard d'un autre. Il n'est pas nécessaire d'avoir commis une faute morale pour ressentir la honte. Il suffit d'être surpris dans un acte anodin, un simple désordre intime, ou même une rêverie secrète, pour que la conscience se sente prise, immobilisée, objectivée. La honte n'est pas une émotion liée à ce que l'on fait, mais à ce que l'on est devenu pour l'autre. Elle révèle la perte de notre pour-soi, de notre liberté transcendante, et notre transformation en un être en soi, un objet inerte sous l'égide du regard étranger. Nous sentons notre existence s'épaissir, se figer, devenir un fait extérieur, comme le soulignait Sartre avec une clarté impitoyable. Ce sentiment de honte est d'une importance capitale, car il nous confronte directement à la puissance aliénante du regard d'autrui. Avant ce regard, j'étais ma propre conscience, maître de mes possibles, naviguant dans mon monde. Mais sous l'œil de l'autre, je deviens ce qu'il voit, je suis défini par son champ de perception. Je ne suis plus le sujet actif de ma propre existence, mais un objet passif dans le monde de l'autre. C'est une véritable dépossession. Sartre l'illustre par l'image de l'homme qui, espionnant à travers une serrure, est soudainement pris en flagrant délit. Il n'est plus simplement une conscience qui observe, il devient le jaloux, le voyeur, une étiquette qui le fige, le définit pour l'autre et par ricochet, pour lui-même dans un premier temps. Il cesse d'être pure possibilité pour devenir un fait, un quelque chose dans le monde. C'est le moment où notre liberté, cette capacité à nous transcender, à ne jamais être entièrement ce que nous sommes, est menacée d'annihilation par la réduction à une essence figée. Pourtant, cette expérience n'est pas unidirectionnelle. Car si le regard d'autrui me fige, moi aussi, je peux jeter un regard sur l'autre et le figer à mon tour. C'est la terrible réciprocité de la relation humaine, la dialectique inévitable de l'être pour autrui. Lorsque je regarde l'autre, je le réduis à un objet, une forme dans mon champ de conscience. Sa liberté, ses projets, ses possibles, tout cela s'efface pour laisser place à ce que je perçois de lui, à ce que je projette sur lui. Je le saisis dans son corps, dans ses gestes, dans les mots qu'il prononce, et je le définis. Je le transforme en un « il », une entité maniable, compréhensible, prévisible. C'est une violence fondamentale, une tentative d'appropriation, une annulation de sa subjectivité propre. Chacun est potentiellement bourreau et victime dans cette confrontation des regards, chacun cherchant à être le sujet qui objective et non l'objet qui est objectivé. L'amour apparaît alors comme une tentative de dépasser cette dialectique de l'objectivation. Nous ne voulons pas simplement être un objet pour l'autre, comme dans la honte ou la gêne. Nous voulons être l'objet privilégié, l'objet unique, l'objet même qui fonde le monde de l'autre. Le désir de l'amour, selon Sartre, n'est pas le désir sexuel en tant que tel, bien que le corps y joue un rôle crucial. Le désir amoureux est le désir de s'approprier la liberté de l'autre, de la faire nôtre, de la faire exister pour nous. Nous voulons que l'autre nous choisisse librement, mais que ce choix soit absolu, irréversible, comme si notre être tout entier était la condition même de son existence. Nous voulons être la justification de la liberté de l'autre, l'unique horizon de ses possibles. C'est un projet grandiose et terrifiant à la fois, une quête d'une aliénation mutuelle choisie, une aliénation qui serait vécue comme une libération. C'est là que réside le paradoxe central de l'amour. Nous désirons ardemment que l'autre nous reconnaisse dans notre liberté, qu'il nous choisisse pour ce que nous sommes, c'est-à-dire pour notre pour-soi, cette vacuité créatrice. Mais en même temps, nous voulons que l'autre nous confère une essence, une stabilité, qu'il nous rende cet être en soi que nous ne pouvons pas être par nous-mêmes. Nous voulons être aimés comme une conscience libre, mais aussi comme un objet fixe, un trésor inaltérable. Et c'est impossible. Car si l'autre m'aime pour ma liberté,
c'est que cette liberté peut toujours se dérober, choisir un autre chemin, une autre personne. Si l'autre m'aime comme un objet, c'est qu'il me réduit, m'annihile en tant que pour soi. Il ne peut y avoir de conciliation entre ces deux aspirations contradictoires. L'amour est donc une oscillation incessante entre la tentative de posséder la liberté de l'autre et le respect de cette liberté qui est par nature insaisissable. Le désir de posséder la liberté de l'autre se manifeste par la tentative de l'envoûter, de l'ensorceler. Nous voulons que l'autre nous regarde comme l'être le plus beau, le plus désirable, le plus essentiel. Nous déployons des efforts pour le séduire, non pas seulement physiquement, mais existentiellement. Nous voulons être celui ou celle qui donne un sens au monde de l'autre, qui en est le centre organisateur. Et dans ce jeu de séduction, chacun tente de capter le regard de l'autre, de l'emprisonner, de le rendre dépendant de sa propre existence. C'est une lutte de pouvoir subtil, où la vulnérabilité de l'un est la puissance de l'autre, et inversement. Le danger est de tomber dans le masochisme ou le sadisme. Le masochisme, par exemple, est une tentative de se laisser réduire à un objet par l'autre pour mieux le posséder. En me rendant entièrement disponible, entièrement chose, pour l'autre, je tente de l'enfermer dans son rôle de sujet qui me domine, de me rendre indispensable à sa propre puissance. Si je suis son esclave, il est mon maître, et cette relation, même si elle semble me réduire, me donne une emprise sur lui. Je deviens l'objet absolu qui fonde sa subjectivité. Je ne peux exister sans lui, mais il ne peut exister en tant que maître sans moi. C'est une ruse de la liberté pour tenter de se réapproprier l'autre en se niant soi-même, une quête tordue de l'être en soi à travers l'autre. Le masochiste cherche à être la matière indispensable à la liberté de l'autre, à devenir cette substance pleine et entière qui ne peut être par lui-même. À l'inverse, le sadisme est la tentative de réduire l'autre à un simple corps, un objet, pour affirmer sa propre liberté sur lui. Le sadique veut faire de l'autre une chose, impure en soi, pour mieux affirmer son propre pour soi qui le domine. Il cherche à anéantir la liberté de l'autre, à la faire disparaître pour se sentir pleinement libre et souverain. Mais cette victoire est illusoire. Car si l'autre est complètement réduit à un objet, il cesse d'être une conscience, une liberté. Et ce que le sadique désire, c'est précisément de dominer une liberté, non une chose inerte. Si l'autre n'est plus libre, la victoire n'a plus de sens. C'est un échec fondamental, car la liberté de l'autre est précisément ce qui donne sa valeur à ma domination. Le sadisme, comme le masochisme, est donc une impasse, une tentative échouée de résoudre le paradoxe de l'amour. Ces chemins extrêmes révèlent la profondeur de notre désir de possession de l'autre, mais aussi son impossibilité. Nous voulons être aimés par une liberté, et non par une machine. Mais cette liberté, par définition, ne peut être ni possédée ni anéantie sans perdre son essence même. L'amour n'est donc pas une fusion, mais une confrontation constante de deux libertés qui se reconnaissent et se désirent, mais qui ne peuvent jamais se dissoudre l'une dans l'autre. Chaque tentative de possession mutuelle est vouée à l'échec, à la déception, à l'angoisse de la perte. L'amour est une quête sans fin, une tension perpétuelle, un projet qui ne se réalise jamais pleinement, mais qui se poursuit inlassablement. C'est un vertige constant entre la reconnaissance de l'autre comme sujet et le désir de le faire nôtre comme objet, un équilibre précaire que l'on ne peut jamais stabiliser durablement. La lucidité, ici, ne nous promet pas un apaisement, mais une conscience aiguë de la nature tragique et magnifique de nos liens les plus chers. Nous nous racontons souvent des histoires, à nous-mêmes et aux autres, sur la nature de nos relations. Il y a cette idée romantique, profondément ancrée, que l'amour est un don de soi, une abnégation totale, un sacrifice consenti où l'on se perd joyeusement dans l'autre. On s'imagine que le véritable amour est celui qui annule les égos, qui transforme deux solitudes en une entité fusionnelle, inséparable. Mais si l'on regarde attentivement, avec une lucidité un peu cruelle, on réalise que même dans les gestes d'amour les plus désintéressés en apparence, se cache souvent une forme de revendication, une attente. Ce « je me donne tout entier à toi » peut masquer un « je me donne à toi pour que tu me donnes tout de toi en retour ». Une manière subtile de s'approprier la liberté de l'autre par le biais de notre propre sacrifice. C'est une forme de piège existentiel, une illusion de générosité qui, à y regarder de près, est une manœuvre pour devenir indispensable, pour fonder l'autre, pour le lier à nous par un engagement tacite. Le don absolu se mue alors en une créance implicite, une monnaie d'échange silencieuse dans la quête de possession de l'être aimé, comme le suggérait la pensée de Sartre sur la mauvaise foi dans l'amour. Cette aspiration à l'être en soi par l'intermédiaire de l'autre est au cœur du projet amoureux. Nous désirons ardemment que l'autre nous confère une valeur absolue, une existence pleine et justifiée. Mais cette quête est fondamentalement vouée à l'échec. Car même si l'autre nous aime avec la plus grande ferveur, même s'il nous élève au rang d'unique raison d'être, sa liberté demeure entière. Sa conscience est un abîme impénétrable, capable à tout moment de se détourner, de nous juger, de nous réduire à un objet parmi d'autres.
L'être aimé n'est jamais définitivement acquis. Sa liberté est sa nature même, et elle est insaisissable. Le regard de l'autre, même amoureux, nous objectifie toujours dans une certaine mesure, nous fige dans une image. Et cette image, si elle nous flatte et nous rassure un instant, nous éloigne de notre pour-soi, de notre liberté fondamentale qui nous invite à nous transcender constamment. C'est là que se manifeste la mauvaise foi spécifique à l'amour. Nous nous mentons à nous-mêmes en croyant que l'amour nous délivre de notre liberté, qui nous donne une essence, un destin. Nous nous persuadons que nous sommes faits l'un pour l'autre, que notre union est prédestinée, inéluctable. C'est une manière de fuir l'angoisse de notre propre liberté, de notre absence de fondement. En nous jetant dans les bras de l'autre, nous cherchons à nous abriter derrière sa conscience, à devenir un objet stable dans son monde. Mais ce faisant, nous nions notre propre capacité à nous inventer, à choisir notre propre chemin. Et l'autre, s'il accepte cette fusion illusoire, se nie lui-même dans sa liberté. Cette mauvaise foi, loin d'être un défaut moral, est une ruse existentielle, une tentative désespérée de stabiliser un être qui est par nature instable, de se donner une consistance que l'on ne peut trouver en soi. Le conflit est donc inhérent à la relation amoureuse. Pour Sartre, l'amour est une bataille constante, un jeu de miroir où chacun tente de devenir le sujet qui objective l'autre et non l'objet qui est objectivé. L'amant désire être le fondement de l'aimé, le soleil autour duquel son univers tourne. Il veut être celui qui donne un sens à l'existence de l'autre, qui la justifie. Mais l'aimé, par sa liberté même, est incapable d'une telle soumission totale. Il reste un pour soi, une conscience autonome, capable de juger l'amant à son tour, de le réduire à un objet. La jalousie, cette douleur si vive, n'est pas seulement la peur de perdre l'autre au profit d'un rival, c'est avant tout l'angoisse de voir la liberté de l'être aimé se détourner de nous, nous abandonner, nous réduire à n'être plus rien à ses yeux. C'est la menace de redevenir un simple objet parmi d'autres dans le monde de l'autre, de perdre notre statut d'objet privilégié, unique. Cette dynamique conflictuelle explique pourquoi l'amour peut basculer vers d'autres formes de relations, également vouées à l'échec pour Sartre, mais qui tentent de résoudre, à leur manière, l'insupportable tension. Après l'échec de la fusion amoureuse, qui vise à posséder la liberté de l'autre tout en la respectant, la relation peut dériver vers la haine. La haine, contrairement à l'amour, est la tentative d'anéantir la liberté de l'autre, de le réduire à une pure chose, à un objet inerte. Le haïsseur souhaite la disparition de l'autre, non pas physiquement, mais existentiellement. Il veut que l'autre cesse d'être une conscience, un pour soi, pour qu'il ne puisse plus le regarder, le juger, le réduire à son tour. C'est une fuite devant la menace d'objectivation par autrui, une tentative radicale de s'affirmer en niant l'altérité de l'autre. Mais cette tentative est aussi illusoire, car en anéantissant la liberté de l'autre, le haïsseur se prive de ce qui donnait sa valeur à son propre pour soi, la reconnaissance par une autre liberté. Anéantir l'autre, c'est s'anéantir soi-même, c'est se retrouver seul face à sa propre vacuité. Un autre dérivé de cette dialectique est l'indifférence. L'indifférence n'est pas l'absence de sentiment, mais une posture existentielle, une tentative de nier la pertinence du regard de l'autre. C'est se barricader dans son propre pour-soi, ignorer l'existence de l'autre en tant que conscience, le réduire à un simple élément du décor. L'indifférent refuse d'entrer dans le jeu des regards, de se laisser objectiver, mais aussi d'objectiver l'autre. Il cherche à se protéger de la menace d'aliénation en se retirant du champ de bataille relationnel. Mais cette indifférence est une forme de solitude radicale, une absence de reconnaissance mutuelle qui prive l'existence de toute richesse intersubjective. Elle est une fuite, une clôture, une forme d'anéantissement de l'autre par omission. L'indifférent refuse le conflit, mais il refuse aussi la possibilité d'une rencontre, si complexe soit-elle. Enfin, l'attachement peut se transformer en masochisme ou sadisme, comme nous l'avons déjà effleuré, mais il est important d'en saisir la portée existentielle profonde. Le masochisme, cette volonté de se faire objet, de s'offrir comme chair à la domination de l'autre, est une tentative désespérée de devenir l'en-soi pour l'autre, de s'assurer une existence par la médiation de sa conscience. En me niant, je tente de lier l'autre, de le rendre dépendant de ma propre objectivation. Je ne peux exister sans lui en tant que bourreau, mais il ne peut exister en tant que bourreau sans moi, victime consentante. Le sadisme, lui, est la quête de réduire l'autre à l'état d'objet absolu pour affirmer ma propre liberté et ma propre transcendance. Mais ces deux voies sont des impasses, des échecs fondamentaux, car elles nient la nature même de la conscience et de la liberté d'autrui. Elles sont des tentatives de résoudre le paradoxe de l'amour par la violence ou l'auto-annihilation, des fuites devant la vérité dérangeante de l'intersubjectivité. Sartre ne nous offre pas de recette pour un amour heureux et apaisé. Au contraire, il nous pousse à reconnaître que l'amour, tel que nous le désirons profondément, est une entreprise fondamentalement vouée à une certaine forme d'échec. Il est impossible de posséder la liberté de l'autre sans l'anéantir,
et impossible d'être un en soi pour l'autre sans perdre notre pour soi. La relation amoureuse est donc un champ de bataille perpétuel, une tension irréductible d'entre deux consciences libres, chacune cherchant à fonder l'autre sans y parvenir pleinement. C'est une situation absurde, mais c'est l'essence même de notre condition humaine, cette confrontation inévitable avec l'altérité. La lucidité de Sartre ne nous mène pas au désespoir, mais à une compréhension plus profonde de la complexité de nos désirs, et peut-être à une forme d'authenticité dans la reconnaissance de cette tension permanente. C'est un appel à ne pas se mentir sur la nature de l'amour, à en accepter les défis et les déceptions sans renoncer à la grandeur de cette aspiration. Pensez à la solitude que l'on ressent parfois même au milieu d'une foule, ou plus poignante encore, à côté de l'être aimé, blotti contre soi. On perçoit sa respiration, la chaleur de son corps, mais une distance infranchissable persiste, un abîme silencieux entre nos deux consciences. C'est le sentiment que l'autre, malgré toute sa proximité physique et émotionnelle, demeure un monde à part entière, un univers mental dont nous serons à jamais exclus. Cette sensation d'isolement radical, de séparation irréductible, n'est pas une simple mélancolie passagère. C'est l'expérience directe de notre condition d'être pour soi, de notre liberté inaliénable qui nous rend uniques, mais aussi foncièrement seuls. Nous portons en nous la conscience de notre propre vacuité, de notre absence d'essence prédéfinie, et cette conscience est la nôtre seule, inaccessible à l'autre, même le plus intime. Il y a un royaume intérieur où nul autre ne peut pénétrer, où chacun est son propre roi et son propre prisonnier. Cette solitude est le prix de notre liberté, le revers inévitable de notre capacité à nous inventer, à nous transcender. Pour Sartre, cette solitude radicale est la toile de fond de toute existence humaine. Nous sommes condamnés à être libres, jetés dans l'existence sans mode d'emploi, sans essence préétablie, entièrement responsables de ce que nous faisons de nous-mêmes. Il n'y a pas de nature humaine universelle à laquelle se raccrocher, pas de plan divin à suivre. Il n'y a que le pour soi, cette conscience vide qui se projette constamment vers l'avenir, choisissant et créant son propre sens à chaque instant. Cette absence de fondement extérieur est la source de notre angoisse. L'homme est ce manque, ce désir perpétuel d'être, de se donner une consistance, un en soi qu'il ne possède pas par lui-même. C'est cette angoisse fondamentale, ce vertige de notre propre liberté, qui nous pousse à chercher des échappatoires, des moyens de nous rassurer, de nous donner l'illusion d'une essence, d'une stabilité. Et l'autre, l'être aimé, apparaît souvent comme la promesse de cette stabilité, le miroir qui nous renverra une image achevée de nous-mêmes, une image qui nous délivrerait de la terrible responsabilité de notre propre invention. L'amour est donc cette tentative désespérée de combler la solitude, de se fondre dans l'autre pour échapper à sa propre vacuité, à son propre néant. Nous voulons que l'autre nous donne une essence, qu'il nous reconnaisse dans notre totalité, qui nous confère une valeur absolue, comme le soulignait Sartre. Nous désirons être l'unique fondement de l'existence de l'être aimé, le centre de son univers, la raison d'être de son regard. L'amant ne cherche pas seulement à être perçu, mais à être la substance même de la perception de l'autre, l'objet qui donne sang à la subjectivité de l'aimer. C'est une aspiration à devenir l'en-soi pour le pour-soi de l'autre, à exister avec la même densité qu'une pierre ou un arbre, mais par la médiation d'une autre conscience, tout en gardant notre propre liberté de pour-soi. C'est cette contradiction insoluble qui rend l'amour une quête tragique et souvent frustrante. C'est ici que le concept de « transcendance transcendée » prend tout son sens dans le contexte amoureux. Je suis une transcendance, c'est-à-dire une conscience qui se dépasse constamment, qui n'est jamais figée, qui se projette vers ses possibles. Mais lorsque je suis sous le regard de l'autre, je deviens une transcendance transcendée. L'autre me saisit, me circonscrit, me transforme en un objet, en un fait. Il me transcende en me plaçant dans son propre monde, en me donnant une définition, une essence. C'est une aliénation, une perte de ma souveraineté, car je ne suis plus le maître de mon propre sens. Je suis ce que l'autre perçoit de moi, ce qu'il projette sur moi. Et c'est cette objectivation qui est insupportable pour le pour-soi, cette transformation en un être en soi par le regard d'autrui. Le projet amoureux est alors une tentative de se réapproprier cette transcendance transcendée. L'amant veut que le pour-soi de l'aimé soit captivé par son propre en soi. Il veut être l'objet si parfait, si désirable, si essentiel, que la liberté de l'autre soit volontairement et définitivement orientée vers lui. Il désire être le monde de l'autre, la matière de ses choix, le fondement de ses projets. Il ne veut pas que l'autre soit un automate, mais que sa liberté, précisément parce qu'elle est liberté, le choisisse absolument et sans retour. L'amour est cette tentative d'envoûter la liberté de l'autre, de la faire nôtre, sans l'anéantir. C'est une séduction à un niveau existentiel profond, où l'on cherche à se rendre indispensable à la constitution même de la subjectivité de l'autre. Mais cette quête est vouée à l'échec parce que la liberté de l'autre est insaisissable. L'aimer, par sa nature de pour-soi, ne peut jamais devenir un pur en soi pour l'amant.
Il reste une conscience autonome, capable à tout moment de se désengager, de se détourner, de nous juger, de nous réduire à un objet parmi d'autres. L'aimer peut refuser de se laisser fonder par l'amant, de se laisser envoûter. Sa liberté peut toujours choisir d'autres possibles, d'autres personnes. Et c'est cette contingence, cette possibilité de désengagement de l'autre, qui est la source de l'angoisse et de la souffrance en amour. L'amant est constamment confronté à l'impossibilité de posséder la liberté de l'autre, de la rendre sienne. Il est face à la solitude irréductible de l'autre, à son être pour soi qui échappe à toute prise. L'amour est donc une forme de lutte sans fin, une tension perpétuelle entre deux libertés qui se désirent et se rejettent en même temps. Chacun tente de se faire sujet pour l'autre, de l'objectiver, de le faire exister pour soi, tout en refusant d'être soi-même objectivé. C'est un jeu de miroir déformant où personne ne peut obtenir une image stable et définitive de l'autre, ni de soi-même à travers l'autre. La jalousie, la possessivité, la souffrance même de l'amour sont les symptômes de cet échec structurel. Elles témoignent de la tentative désespérée de fixer l'autre, de l'enfermer dans notre monde, de le faire nôtre, face à la réalité implacable de sa liberté et de son altérité irréductible. C'est une vision qui peut sembler sombre, car elle déconstruit l'idéal romantique de la fusion parfaite. Sartre ne dit pas que l'amour est impossible, mais que l'amour, tel que nous le désirons, est une entreprise paradoxale. Il est une tentative de concilier l'inconciliable, être un pour soi libre et être un en soi stable, posséder la liberté de l'autre sans l'anéantir. En dépit de cette conclusion apparemment pessimiste, il y a une certaine grandeur dans la reconnaissance lucide de cette tension. Cela nous invite à une forme d'authenticité relationnelle, à accepter l'autre non pas comme un reflet de nous-mêmes, ni comme une possession, mais comme une conscience libre, irréductiblement autre. Cela nous pousse à aimer l'autre non pas pour ce qu'il nous apporte ou ce qu'il comble en nous, mais pour sa liberté même, sa capacité à nous échapper, à nous surprendre, à être toujours plus que ce que nous percevons de lui. C'est une acceptation de la solitude inhérente à notre condition humaine et de la solitude de l'autre, comme le prix de notre liberté et de la sienne. Et c'est peut-être dans cette acceptation radicale que réside une forme d'amour plus exigeante, mais aussi plus vraie, plus respectueuse de l'altérité. Imaginez-vous dans un couple, au quotidien. Il y a ces petites attentes non formulées, ces habitudes qui se cristallisent, ces rôles implicites que chacun finit par endosser. L'un est le fort, l'autre le rêveur, ou bien celui qui s'occupe de tout et celui qui apporte la fantaisie. Ces étiquettes, souvent créées par le regard de l'autre, ou par notre propre désir de rassurer et d'être rassuré, finissent par nous coller à la peau. On se sent enfermé dans un personnage, une image que l'autre a de nous, et que nous finissons parfois par adopter nous-mêmes par commodité ou par amour. On joue le rôle de l'épouse attentif, de l'épouse compréhensive, de l'amant passionné. Mais au fond de soi, on ressent parfois un malaise, une dissonance. On se sent plus que cela, autre que cela. On voudrait sortir de ce moule, briser ses attentes, mais la peur de décevoir, de perdre l'amour de l'autre, nous retient. C'est une forme de piège doux, une aliénation consentie, où l'on sacrifie une part de sa liberté pour maintenir l'harmonie, pour se conformer à l'image que l'autre nous renvoie, une image qui nous offre l'illusion d'une identité stable, d'un être en soi rassurant. Cette dynamique est ce que Sartre appelle la mauvaise foi, à l'œuvre dans la relation amoureuse. La mauvaise foi n'est pas un mensonge ordinaire, mais un mensonge à soi-même, une tentative de fuir l'angoisse de notre propre liberté. Dans l'amour, cette mauvaise foi prend la forme d'une aspiration à être un en soi pour l'autre, à devenir cet objet plein et consistant que nous ne pouvons être par nous-mêmes. L'amant désire être l'objet irremplaçable, la raison d'être, l'essence même de l'aimer. Et l'aimer, pour rassurer l'amant et pour se rassurer lui-même de son amour, peut accepter de jouer ce jeu, de se laisser fixer par le regard de l'autre, de se conformer aux attentes. Il se dit « je suis ainsi pour lui, je suis sa raison de vivre », s'ancrant dans une identité que l'autre lui confère. C'est une tentative de se donner une essence par la médiation de l'autre, de se décharger du poids de sa propre liberté en se faisant l'objet de l'amour d'autrui. Mais cette auto-objectivation est une trahison de soi, un renoncement à sa capacité de transcendance, de dépassement de toute définition. Ce piège est double. D'une part, l'amant essaie de capter la liberté de l'aimer, de la diriger entièrement vers lui, de la faire exister pour lui seul. Il veut que l'aimer le choisisse absolument, non pas comme un choix parmi d'autres, mais comme le choix unique et nécessaire. Il tente de dévorer la liberté de l'autre, de la faire sienne, sans pour autant l'anéantir car ce serait alors dominer une chose inerte, sans valeur. D'autre part, l'aimer, en acceptant de se laisser aimer de cette manière, en se laissant fondre dans le regard de l'autre, en se réduisant à l'objet de son amour, se livre à une forme d'aliénation volontaire. Il troque sa propre transcendance, sa capacité à se projeter, contre la sécurité illusoire d'une essence que l'autre lui attribue. Mais cette sécurité est fragile, car la liberté de l'autre
même si elle semble captive un instant, est par nature insaisissable, toujours capable de se détourner. L'amour est donc une danse périlleuse où chacun tente de se fonder dans l'autre, sans jamais y parvenir pleinement. Cette quête de possession de la liberté de l'autre se manifeste également dans le désir de s'incarner pour l'autre. L'amant ne veut pas être aimé seulement comme une idée, un concept, mais comme un être de chair et de sang. Il veut que l'autre le désire physiquement, que son corps soit le centre d'attraction, le foyer de la passion. C'est pourquoi le désir sexuel, loin d'être un simple appétit, est pour Sartre un moment crucial dans la tentative amoureuse. En désirant le corps de l'autre, l'amant tente de s'emparer de la liberté de l'aimer à travers sa chair. Il veut que le désir de l'aimer soit tellement puissant qu'il le réduise à un corps pur, à une subjectivité qui se laisse posséder. Mais là encore, la liberté de l'autre n'est pas entièrement contenue dans son corps. Le corps est toujours habité par une conscience qui peut à tout moment se dérober, se refuser, ou même simuler le désir. Le contact physique le plus intime ne garantit jamais la fusion des consciences. La chair de l'autre reste une autre chair, sa conscience une autre conscience. La déception est donc le destin inévitable de l'amour tel que nous le concevons souvent. L'amant découvre que l'aimer, même s'il se donne entièrement, reste une conscience libre, imprévisible. L'aimé découvre que l'amant, même s'il adore, ne peut pas lui conférer l'essence stable et définitive qu'il espérait. Chaque tentative de possession de la liberté de l'autre est un échec. Chaque tentative de se faire en soi par l'autre est une illusion. L'amour est une tension constante, une oscillation entre la reconnaissance de l'autre comme sujet et le désir de le faire nôtre comme objet. C'est un mouvement sans fin, une quête insatisfaite, une aspiration à l'absolu qui se heurte à la contingence et à la liberté d'autrui. Loin d'être un havre de paix, l'amour est un champ de bataille existentielle où chacun lutte pour sa survie, pour sa liberté, pour son identité. Malgré ce constat sans concession, Sartre ne nous invite pas au cynisme ou à la renonciation. Au contraire, cette lucidité radicale peut ouvrir la voie à une forme d'amour plus authentique, un amour dépouillé d'illusions aliénantes. Reconnaître le paradoxe de l'amour, c'est accepter que l'autre est une liberté irréductible, un pour-soi qui nous échappera toujours en partie. C'est renoncer à l'espoir de le posséder, de le fonder, de le rendre nôtre. C'est accepter la solitude de l'autre, son altérité radicale, sa capacité à nous surprendre, à nous décevoir, mais aussi à nous émerveiller. Un amour authentique, pour Sartre, ne serait pas une fusion, mais une confrontation courageuse et respectueuse de deux libertés. C'est un engagement constant à vouloir la liberté de l'autre, même si cette liberté peut à tout moment se détourner de nous. C'est un pari risqué, une acceptation de l'angoisse inhérente à la relation, mais aussi une ouverture à une rencontre plus profonde, plus vraie, plus respectueuse de l'altérité. L'amour, dans cette perspective, devient une tâche existentielle, un effort conscient et permanent pour maintenir la relation sans succomber aux sirènes de la mauvaise foi, sans chercher à s'approprier l'autre ni à se laisser objectiver. C'est une reconnaissance mutuelle de deux solitudes qui choisissent de faire un bout de chemin ensemble, de partager leurs projets, leur monde, sans jamais prétendre les fusionner. C'est un amour qui ne cherche pas à combler un manque en soi par l'autre, mais qui accepte le manque comme une condition de la liberté. La grandeur de cette vision réside dans sa capacité à nous confronter à la vérité nue de nos désirs et à nous inviter à une forme d'engagement plus exigeante, un engagement qui ne se ment pas sur la nature de la relation, qui embrasse le conflit inhérent et la liberté insaisissable de l'autre, même si cela implique une vulnérabilité constante et une absence de garantie définitive. C'est un amour pour les courageux, pour ceux qui osent regarder l'abîme sans scier. Il nous arrive tous d'observer des couples et de percevoir, au-delà des apparences de complicité, une forme étrange de routine, de figement. Les gestes deviennent prévisibles, les conversations se répètent, les passions s'éteignent doucement. Ce qui était autrefois une source d'émerveillement et de découverte se transforme en un rôle, une habitude. L'amant ne voit plus l'aimer dans sa pleine liberté, mais à travers le filtre des souvenirs, des attentes passées, des défauts récurrents. L'aimé, de son côté, se sent peut-être réduit à cette image, enfermé dans les projections de l'autre, incapable de se réinventer, de surprendre. C'est le moment où l'amour, dans sa tentative de fixer l'autre, de le posséder, finit par l'étouffer. La liberté de l'autre, cette étincelle qui nous avait tant attirés au début, est menacée d'extinction sous le poids de la familiarité, de la possession symbolique, de l'enfermement dans un rôle prédéfini. C'est une tragédie silencieuse où l'on perd non seulement l'autre dans sa singularité, mais aussi une part de soi, en se conformant à un personnage figé par le regard de l'habitude. Pour Sartre, cette dégradation de la relation amoureuse est le résultat inévitable de son projet paradoxal. L'amour tente de concilier l'inconciliable, vouloir la liberté de l'autre et vouloir la posséder. Cette tension est intenable sur le long terme. Les illusions se brisent, les masques tombent, et la réalité de l'altérité, de la liberté irréductible de l'autre,
finit par refaire surface avec une cruauté nouvelle. Le couple, dans sa tentative de s'assurer une stabilité, de fonder son existence mutuelle, bascule souvent dans des stratégies aliénantes. Ces stratégies sont des tentatives désespérées de résoudre le conflit fondamental de la relation, mais elles conduisent inéluctablement à son échec ou à sa transformation en une forme d'attachement moins authentique. Sartre identifie plusieurs de ces impasses, des façons dont l'amour peut muter lorsqu'il ne parvient pas à assumer sa propre nature paradoxale. L'une de ces impasses est le astérisque désir sexuel pur astérisque sans amour, ou du moins, sans le projet amoureux totalisant. Dans cette configuration, l'individu cherche à réduire l'autre à un simple corps, un instrument de plaisir, un en soi sans conscience véritable. Le partenaire est déshumanisé, dépouillé de sa liberté, pour être entièrement possédé, consommé. C'est une tentative de fuir le regard de l'autre, d'éviter la menace d'objectivation en objectivant radicalement soi-même. Mais cette stratégie est vouée à l'échec car la conscience de l'autre ne peut être entièrement anéantie. Même dans l'acte le plus intime, l'autre reste une subjectivité qui nous échappe, capable de juger, de se refuser, de maintenir une distance. Le corps est habité, il n'est jamais pure chose. Le plaisir, s'il peut être intense, ne comble pas le vide existentiel et ne résout pas la quête de reconnaissance mutuelle. L'individu se retrouve seul après l'acte, face à sa propre vacuité, n'ayant fait que contourner le problème sans jamais l'affronter. Une autre impasse est la astérisque en astérisque. Lorsque l'amour échoue à posséder la liberté de l'autre, il peut se transformer en son contraire. La haine est le désir d'anéantir l'autre, non pas son corps, mais sa liberté, sa conscience. Le haïsseur veut que l'autre cesse d'être un pour soi, qu'il ne puisse plus le regarder, le juger, le menacer d'objectivation. Il cherche à se libérer de la présence aliénante de l'autre en le détruisant existentiellement. Mais cette destruction est aussi une impasse tragique. Car en anéantissant la liberté de l'autre, le haïsseur se prive de ce qui donnait sa valeur à son propre pour soi, la reconnaissance par une autre liberté. Si l'autre n'est plus une conscience, sa disparition n'a plus de sens, et le haïsseur se retrouve seul face à sa propre vacuité, ayant détruit le miroir qui aurait pu le fonder, si imparfaitement soit-il. La haine est une fuite devant la reconnaissance de l'altérité, une tentative de supprimer le conflit en niant l'existence même du partenaire. Le astérisque masochisme astérisque et le astérisque sadisme astérisque, bien que déjà évoqués, trouvent ici une résonance plus profonde en tant qu'échec de l'amour dans le temps. Le masochiste tente de résoudre le paradoxe en se faisant chose pour l'autre, en se réduisant à un pur objet, une viande. Il espère que, en se niant lui-même, il va lier l'autre, le rendre dépendant de sa propre objectivation. Il veut être l'instrument indispensable à la liberté de l'autre. Mais cela le réduit à une conscience en mauvaise foi, à un être qui se fuit. Le sadique, lui, tente de prendre le contrôle absolu de la liberté de l'autre en le transformant en pur corps souffrant, en pure chose. Il cherche à anéantir la transcendance de l'autre pour affirmer sa propre toute-puissance. Mais là encore, si l'autre est réduit à une chose, la victoire du sadique perd tout son sens, car il n'y a plus de liberté à dominer. Ces deux stratégies sont des ruses de la conscience pour échapper à l'angoisse de la liberté et de l'altérité, des tentatives d'établir une relation sur des bases illusoires et destructrices. Finalement, il y a elle astérisque indifférence astérisque, une forme de renoncement à la relation dans sa profondeur. L'indifférent refuse d'entrer dans le jeu des regards, de se laisser objectiver ou d'objectiver l'autre. Il se retire dans son propre monde, traitant l'autre comme un simple élément du décor, un objet parmi d'autres qui n'affecte plus sa propre existence de pour soi. C'est une tentative de se protéger de la souffrance de la relation, de la déception, de l'angoisse de la liberté de l'autre. Mais cette indifférence est une forme de solitude radicale, une absence de reconnaissance mutuelle qui appauvrit l'existence. Elle est un repli sur soi, une fuite devant la complexité de l'intersubjectivité, une forme d'anéantissement de l'autre par l'ignorance. Toutes ces impasses révèlent une vérité essentielle pour Sartre. L'amour, dans sa tentative de fusion, est un conflit fondamental. Ce n'est pas une harmonie naturelle, mais une lutte permanente, une tension irréductible entre deux libertés qui ne peuvent ni se posséder ni s'anéantir sans se perdre elles-mêmes. La relation amoureuse est une oscillation constante entre le désir de réduire l'autre à un objet pour le posséder et la reconnaissance de sa liberté qui nous échappe toujours. La déception est inhérente, non pas parce que les individus sont imparfaits, mais parce que la structure même de la relation est paradoxale. La vision sartrienne de l'amour est un appel à la lucidité, à une reconnaissance de la nature conflictuelle de nos liens les plus intimes. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à l'amour, mais qu'il faut l'aborder avec une conscience aiguë de ses limites, de ses pièges, de sa difficulté intrinsèque. Accepter le paradoxe de l'amour, c'est accepter que l'autre sera toujours une source d'angoisse et de questionnement, une liberté qui nous défiera constamment.
C'est renoncer à l'espoir de la fusion parfaite, de la possession totale, de la certitude absolue. C'est choisir d'aimer malgré la contingence, malgré l'impossibilité de fixer l'autre, malgré la solitude qui nous habite tous. C'est peut-être dans cette acceptation radicale de la vulnérabilité et de l'insécurité inhérente à la relation que peut émerger une forme d'amour plus authentique, un amour courageux qui ne se ment pas à lui-même, qui respecte la liberté de l'autre tout en l'aimant de toute sa force. C'est un chemin exigeant qui ne promet pas le repos, mais qui offre la profondeur d'une rencontre vraie, non falsifiée par les illusions romantiques, un chemin où la conscience des défis fait paradoxalement la grandeur de l'engagement. Nous avons tous ce désir ardent, presque enfantin, de trouver en l'autre un refuge, un ancrage, une justification à notre propre existence. C'est l'aspiration à être non pas simplement aimé, mais à être la astérisque raison d'être astérisque de l'aimer, le centre de son univers, la condition même de son bonheur et de son équilibre. On veut être l'absolu pour l'autre, celui sans qui son monde s'effondrerait, celui dont la présence éclaire tout. Ce n'est pas seulement le désir d'être désiré, c'est le besoin de se sentir indispensable, irremplaçable, de devenir cette essence stable et inébranlable que l'on ne parvient pas à se donner à soi-même. On cherche dans le regard de l'autre la confirmation de notre propre valeur, une validation qui nous délivrerait de l'angoisse de notre liberté et de notre propre contingence. Cette quête d'absolu, souvent inconsciente, est une des forces motrices de l'amour, une tentative de se donner une consistance par la médiation d'une autre conscience, une tentative de se faire exister pleinement et définitivement. Pour Sartre, cette aspiration à être l'absolu pour l'autre est au cœur du projet amoureux et en révèle la nature paradoxale. L'homme, en tant que pour soi, est un être de néant, une conscience vide qui se projette constamment vers l'avenir, choisissant et créant son propre sens. Il est condamné à être libre, sans essence prédéfinie. Cette liberté est source d'angoisse car elle implique une responsabilité écrasante. Nous cherchons alors à nous échapper de cette angoisse en nous prenant pour un en soi, un être plein et justifié. Et c'est là que l'amour intervient comme la tentative suprême de se faire en soi par l'intermédiaire d'autrui. Nous voulons que l'aimer nous confère cette essence, qu'il nous reconnaisse comme l'être absolu qui fonde son monde. L'amant désire être l'objet irremplaçable de l'aimer, celui sans qui l'aimer ne serait pas. Il veut que sa propre existence trouve sa justification, son plein accomplissement dans les yeux de l'autre. Le paradoxe réside dans le fait que l'amant ne veut pas être aimé comme une simple chose, impure en soi sans conscience. Il veut être aimé par une liberté, par une conscience qui le astérisque choisit astérisque librement et absolument. Mais si l'autre le choisit librement, cela signifie que cette liberté peut à tout moment ne plus le choisir. La liberté de l'autre est par nature insaisissable, toujours capable de se détourner, de nous réduire à un objet parmi d'autres. L'amant veut à la fois posséder la liberté de l'autre et la maintenir intacte, ce qui est impossible. S'il l'anéantit, il n'y a plus de liberté à posséder, plus de reconnaissance valable. S'il la respecte entièrement, il ne peut la posséder. L'amour est donc cette tension intenable entre le désir d'être l'absolu et la reconnaissance de la contingence de la liberté de l'autre. Cette quête d'absolu se manifeste par une tentative d'envoûtement, de séduction existentielle. L'amant déploie toute son énergie pour capter le regard de l'aimé, pour le fasciner, pour le rendre dépendant de sa propre existence. Il veut que l'aimé se sente tellement lié à lui qu'il ne puisse plus se concevoir sans sa présence. C'est une sorte de magie noire où l'on tente de transformer la liberté de l'autre en une liberté captive, une liberté qui se choisit elle-même en nous choisissant. L'amant s'efforce d'être si charmant, si présent, si essentiel qu'il devient l'horizon indépassable de l'aimer. Il cherche à être le monde de l'autre, l'incarnation de ses désirs et de ses possibles. Et dans cette tentative d'envoûtement, la mauvaise foi est toujours présente, car chacun se ment à soi-même sur la nature de sa propre liberté et de celle de l'autre. L'échec de ce projet est inévitable. L'aimer, en tant que pour soi, est une conscience qui se transcende constamment. Il ne peut jamais être entièrement contenu dans l'image que l'amant a de lui, ni dans le rôle qu'il est censé jouer. Sa liberté est sa nature même, et elle échappe à toute tentative de fixation. Même l'amour le plus ardent ne peut abolir l'altérité radicale de l'autre. Le regard de l'aimé, même amoureux, finit toujours par objectiver l'amant, par le figer dans une essence. Et l'amant, confronté à cette objectivation, ressent la perte de sa propre liberté, la réduction de son pour-soi à un en-soi. C'est cette déception, cette douleur, qui pousse l'amour vers ses impasses, comme la haine, le sadisme, le masochisme ou l'indifférence, des tentatives désespérées de résoudre un conflit insoluble. Sartre ne nous laisse pas sans espoir, même s'il ne propose pas de solution facile. La reconnaissance de cet échec structurel de l'amour, tel que nous le rêvons, est le premier pas vers une forme d'amour plus authentique. Une fois dépouillé des illusions de fusion et de possession, l'amour peut devenir une relation basée sur la reconnaissance lucide des libertés individuelles. Aimer authentiquement,
Ce n'est pas tenter de posséder l'autre, ni de se faire posséder par lui. C'est plutôt accepter l'altérité radicale de l'autre, sa liberté insaisissable, sa capacité à nous échapper. C'est vouloir sa liberté, même si cette liberté implique la possibilité de nous quitter, de nous trahir, de ne plus nous choisir. C'est une acceptation courageuse de la contingence, de la vulnérabilité, de la solitude inhérente à la condition humaine. Cet amour authentique n'est pas un état de fait, mais un projet constant, un engagement renouvelé à chaque instant. Il ne s'agit pas de trouver en l'autre notre justification, mais de choisir de construire ensemble, de partager des projets, des valeurs, des expériences, tout en respectant l'autonomie et la transcendance de chacun. C'est un amour qui ne cherche pas à combler un manque en soi par l'autre, mais qui accepte le manque comme une condition de la liberté. C'est une danse exigeante entre deux consciences libres qui choisissent de se faire face, de se reconnaître, de se soutenir, sans jamais prétendre se fusionner ou s'annihiler. C'est un amour pour des êtres lucides, des êtres qui assument leur propre solitude et qui, malgré cela, osent s'ouvrir à l'altérité de l'autre, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver dans une confrontation plus riche et plus exigeante. La grandeur de cette perspective réside dans l'invitation à une forme d'amour dénué de complaisance, un amour qui ose regarder en face la complexité de l'être humain et de ses relations les plus profondes. C'est un chemin vers une lucidité qui, loin de détruire la possibilité d'aimer, la rend plus exigeante et plus vraie. Il y a cette expression courante « tu es tout pour moi » ou « ma vie n'aurait pas de sens sans toi ». Ces mots, souvent prononcés avec sincérité et intensité, révèlent une aspiration profonde à se fondre dans l'autre, à trouver en lui le fondement de sa propre existence. On s'imagine que l'amour est ce miracle qui nous sauve de notre propre contingence, qui nous donne une place définitive dans le monde. On cherche dans les yeux de l'être aimé la validation ultime, la preuve que nous existons réellement, que notre vie a une valeur intrinsèque. Mais cette quête d'absolu, aussi belle soit-elle dans son intention, est une source d'angoisse et de déception. Car si l'autre est tout pour nous, si notre existence dépend entièrement de lui, alors sa perte, son indifférence, ou même simplement son regard qui se détourne, devient une menace existentielle. On se lie à l'autre non seulement par amour, mais par une forme de dépendance qui peut nous aliéner, nous priver de notre propre autonomie, de notre capacité à nous affirmer par nous-mêmes. C'est le piège de la fusion illusoire, où l'on risque de se perdre dans l'autre plutôt que de s'y révéler. Pour Sartre, cette aspiration à être le tout de l'autre, à être son fondement, est le cœur du projet de l'amour et en révèle la structure conflictuelle. L'être humain, en tant que pour soi, est un manque, une conscience sans essence préétablie, qui se définit par ses projets et ses choix. Cette liberté radicale est à la fois notre grandeur et notre fardeau, car elle nous condamne à nous inventer constamment, sans aucun guide extérieur. L'angoisse de cette liberté nous pousse à chercher à nous donner une essence, à devenir un en soi stable et plein. Et l'amour est la tentative suprême d'atteindre cet en soi par la médiation d'une autre conscience. L'amant désire être l'objet irremplaçable de l'aimé, le centre de son monde, celui sans qui l'aimé ne serait pas. Il veut que sa propre existence trouve sa justification ultime dans les yeux de l'autre, qu'elle soit fondée par la liberté même de l'aimer. Le paradoxe, et c'est la pierre angulaire de la pensée sartrienne sur l'amour, est que l'amant ne désire pas être aimé comme une pure chose, un objet inerte. Il veut être aimé par une astérisque liberté astérisque, par une conscience qui le astérisque choisit astérisque librement et absolument. Mais si l'aimer est une conscience libre, alors cette liberté est par nature insaisissable. Elle peut à tout moment se détourner, choisir d'autres possibles, d'autres personnes. L'amant est confronté à l'impossibilité de posséder la liberté de l'autre sans l'anéantir. S'il tente de la servir, l'aimé cesse d'être libre et donc cesse d'être ce qu'il aimait. S'il respecte entièrement sa liberté, il ne peut la posséder. L'amour est donc cette tension intenable entre le désir d'être l'absolu pour l'autre et la reconnaissance de la contingence de sa liberté. C'est une quête incessante de la fusion qui se heurte à la réalité de l'altérité radicale. Ce dilemme mène l'amour à ses impasses et à ses transformations déceptives. Lorsque le projet de fusion échoue, lorsque l'amant réalise qu'il ne peut être le fondement absolu de l'aimé, et que l'aimé se sent étouffé par la tentative de possession, la relation peut prendre des formes aliénantes. La astérisque en astérisque, par exemple, peut surgir comme une tentative de supprimer la liberté de l'autre, de l'anéantir pour se débarrasser de la menace qu'elle représente. Le astérisque masochisme astérisque et le astérisque sadisme astérisque sont des tentatives désespérées de résoudre le conflit en niant soit sa propre liberté, masochisme, soit celle de l'autre, sadisme, mais ces stratégies sont des échecs car elles détruisent ce qui donne sa valeur à la relation. La reconnaissance entre deux consciences libres. Elle astérisque indifférence astérisque est un retrait, une renonciation à la confrontation, une manière de se protéger en niant la pertinence de l'autre. Toutes ces manifestations sont des témoignages de l'échec du projet initial de l'amour, le désir d'être l'absolu de l'autre. Cependant,
La lucidité de Sartre ne nous conduit pas à conclure que l'amour est impossible ou futile. Elle nous invite plutôt à une reconnaissance plus profonde de sa nature. L'amour n'est pas un état de fusion béate, mais un projet constamment renouvelé, un pari incessant sur l'autre. C'est une tension entre deux libertés qui, tout en désirant se reconnaître et se choisir, acceptent leur irréductible altérité. Un amour authentique, dans cette perspective, serait un amour qui renonce à la volonté de possession, à l'espoir d'être le fondement absolu de l'autre. C'est un amour qui respecte la liberté de l'autre, même si cette liberté implique la possibilité de nous décevoir, de nous quitter, de ne plus nous choisir. C'est un choix courageux de vouloir l'autre pour ce qu'il est, une conscience libre et imprévisible, plutôt que pour ce qu'il nous apporte ou ce qu'il comble en nous. Cette forme d'amour exige une grande maturité existentielle. Elle demande de chaque individu d'assumer sa propre solitude, son propre manque, sa propre liberté, sans chercher à se réfugier dans l'autre. Elle invite à construire une relation non pas sur la dépendance mutuelle, mais sur le respect de l'autonomie de chacun. Les deux amants, conscients de leur propre néant et de celui de l'autre, choisissent de créer un sens ensemble, de partager des projets et des valeurs, sans jamais prétendre se fondre l'un dans l'autre. C'est un amour qui ne nie pas le conflit inhérent, mais qui l'embrasse comme une condition de la rencontre, une source de vitalité et de renouvellement. Loin d'être une faiblesse, la reconnaissance de cette tension permanente est la marque d'un amour plus exigeant, plus vrai, plus respectueux de la dignité de chacun. C'est un chemin où la conscience des limites de l'amour romantique ouvre paradoxalement la voie à une relation plus profonde, une relation qui ne fut pas la condition humaine, mais l'affronte avec courage et lucidité. La grandeur de cette perspective réside dans l'invitation à une forme d'amour qui ne se ment pas, qui ose regarder en face la complexité de l'être humain et de ses liens les plus profonds, offrant non pas une tranquillité illusoire, mais la richesse d'une rencontre exigeante et toujours en devenir. Pensez à la sensation d'être trahi. Ce n'est pas seulement la douleur d'une promesse brisée ou d'une attente déçue. C'est surtout la réalisation brutale que l'autre, celui en qui nous avions placé notre confiance, a exercé sa liberté d'une manière qui nous échappe, qui nous nie. Un secret révélé, une confidence partagée, un regard qui se pose ailleurs, tout cela peut engendrer cette morsure de la trahison. On se rend compte que l'autre, malgré les liens qui nous unissent, est un pour soi autonome, capable de choix qui nous blessent, qui nous réduisent à un objet dans son monde, sans notre consentement. La trahison n'est pas seulement un acte. C'est une révélation douloureuse de la liberté irréductible de l'autre, une liberté que nous ne pourrons jamais entièrement posséder, contrôler ou anticiper. C'est l'angoisse de ne pas être le fondement de l'autre, de ne pas être son unique horizon, une confrontation brutale avec notre propre contingence face à sa souveraineté. Cette confrontation avec la liberté d'autrui est au cœur de la réflexion de Sartre sur l'amour. Le projet amoureux, nous l'avons vu, est une tentative de s'approprier la liberté de l'autre sans l'anéantir, de devenir l'objet absolu pour son pour soi. Mais cette tentative est vouée à l'échec car la liberté de l'autre est insaisissable. L'autre reste une conscience autonome, capable de se détourner, de nous juger, de nous réduire à un objet. La trahison, dans cette perspective, est la manifestation la plus douloureuse de cette réalité. Elle déchire le voile des illusions de fusion et de possession et nous renvoie à notre propre solitude radicale, à notre incapacité à contrôler l'autre. Elle révèle la contingence de notre être, le fait que nous n'existons pas nécessairement pour l'autre, que notre présence dans son monde n'est pas garantie. La jalousie, cette émotion si destructrice, est également un symptôme de cette lutte pour la possession de la liberté d'autrui. Le jaloux ne craint pas seulement de perdre l'être aimé au profit d'un rival. Il craint avant tout de voir la liberté de l'autre se détourner de lui, de ne plus être le centre de son univers. La présence du rival est la preuve concrète que l'aimé est une conscience libre, capable de faire d'autres choix, de projeter d'autres possibles qui excluent l'amant. C'est la menace de redevenir un simple objet parmi d'autres dans le monde de l'aimé, de perdre son statut d'objet privilégié, unique. La jalousie est l'angoisse de l'objectivation par le regard de l'aimé qui s'est porté ailleurs, une angoisse de défondation, de déstabilisation de son propre être qui reposait, en partie, sur ce regard exclusif. C'est une tentative désespérée de récupérer une liberté qui, par essence, ne peut être possédée. Pour Sartre, la relation à autrui est fondamentalement conflictuelle. Non pas que les individus soient naturellement mauvais, mais parce que la rencontre de deux libertés est un choc, une lutte pour la subjectivité. Chacun tente de se faire sujet pour l'autre, de l'objectiver, de le faire exister pour soi, tout en refusant d'être soi-même objectivé. Ce conflit est inhérent à la nature même de la conscience et de l'intersubjectivité. L'amour est la forme la plus complexe de ce conflit, car il tente de résoudre cette lutte par la fusion, par une aliénation mutuelle consentie qui se révèle impossible. L'enfer, selon Sartre, ce n'est pas seulement les autres, comme il écrit, mais c'est l'impossibilité de s'échapper à soi-même et aux autres,
l'impossibilité de ne pas être un objet pour autrui, d'être constamment jugé, interprété, défini. C'est l'impossibilité d'échapper à cette dialectique incessante de l'objectivation et de la subjectivation. Mais cette vision n'est pas destinée à nous enfermer dans le désespoir. Au contraire, la lucidité radicale de Sartre ouvre la voie à une forme d'authenticité. Accepter la nature conflictuelle de l'amour, c'est renoncer aux illusions de la fusion parfaite et de la possession totale. C'est accepter que l'autre est une liberté irréductible, un pour-soi qui nous échappera toujours en partie. C'est vouloir sa liberté, même si cette liberté implique la possibilité de la trahison, de l'abandon, de la déception. C'est une acceptation courageuse de la contingence, de la vulnérabilité et de la solitude inhérente à la condition humaine. Un amour authentique ne serait pas une fusion, mais une confrontation respectueuse et exigeante de deux libertés. C'est un engagement constant à vouloir la liberté de l'autre, non pas comme une contrainte, mais comme une condition même de la relation. Cet amour lucide demande une grande force intérieure. Il exige de chaque individu d'assumer sa propre solitude, son propre manque, sa propre liberté, sans chercher à se réfugier dans l'autre pour combler ses propres lacunes existentielles. Il s'agit de construire une relation non pas sur la dépendance mutuelle, mais sur le respect de l'autonomie de chacun. Les deux amants, conscients de leur propre néant et de l'altérité de l'autre, choisissent de créer un sens ensemble, de partager des projets, des valeurs, des expériences, sans jamais prétendre se fondre l'un dans l'autre. C'est un amour qui ne cherche pas à annuler le conflit, mais à le traverser avec courage, à le transformer en une source de vitalité et de renouvellement. Loin d'être une faiblesse, la reconnaissance de cette tension permanente est la marque d'un amour plus exigeant, plus vrai, plus respectueux de la dignité de chacun. La grandeur de la perspective sartrienne réside dans son invitation à une forme d'amour dénué de complaisance, un amour qui ose regarder en face la complexité de l'être humain et de ses liens les plus profonds. Il nous pousse à nous libérer des mythes romantiques qui promettent une fusion illusoire et qui, par là même, nous préparent à la déception. En reconnaissant que l'amour est un projet risqué, une entreprise toujours en devenir, nous nous ouvrons à la possibilité d'une relation plus mature, une relation qui célèbre la liberté de l'autre et la nôtre, même si cela implique une vulnérabilité constante et une absence de garantie définitive. C'est un chemin qui, loin de nous promettre le repos, nous offre la richesse d'une rencontre exigeante et authentique, une rencontre où chaque moment est un choix renouvelé, une affirmation de soi et de l'autre dans toute leur complexité. On se retrouve parfois piégé dans des situations où l'on ressent la nécessité d'agir d'une certaine manière, non pas par conviction profonde, mais parce que c'est ce que tout le monde fait, ou parce que c'est attendu de nous. Imaginez cette conversation de couple où l'on se sent obligé de dire « je t'aime » parce que l'autre l'a dit, ou de faire un geste romantique parce que c'est l'anniversaire de la rencontre et que c'est normal. Ce ne sont pas des actes spontanés de notre être pour soi, mais des performances, des rôles que l'on joue pour satisfaire des attentes extérieures, pour se conformer à une image préétablie de l'amoureux idéal. On se glisse dans le costume de l'amoureux, de l'époux, du parent, et on oublie un instant que ces rôles ne sont pas notre essence. Ce faisant, on se trahit soi-même, on renonce à sa liberté de choisir son propre chemin, de définir sa propre manière d'aimer, pour se fondre dans une identité collectivement admise. C'est le piège de l'esprit de sérieux, cette tendance à se prendre pour un être en soi, un objet, plutôt que d'assumer notre liberté de sujet, notre capacité à nous transcender. Pour Sartre, cette tendance à se conformer aux rôles et aux attentes est une manifestation de la mauvaise foi, cette ruse de la conscience pour échapper à l'angoisse de sa propre liberté. Dans l'amour, la mauvaise foi est particulièrement insidieuse car elle se part des atours de la générosité, de l'engagement, de la fusion. L'amant désire être l'objet absolu pour l'aimer, et l'aimer, pour rassurer l'amant et se rassurer lui-même de son amour, peut accepter de se laisser fixer par le regard de l'autre, de se conformer aux attentes. Il se dit « je suis son amour », « je suis sa raison de vivre », s'ancrant dans une identité que l'autre lui confère. Mais ce faisant, il nie sa propre capacité à se transcender, à se projeter, à être toujours plus que ce qu'il est. Il se réduit à un rôle, une fonction, une image, et perd ainsi une part de sa liberté. C'est une forme d'aliénation volontaire, une tentative de se donner une essence par la médiation de l'autre, de se décharger du poids de sa propre responsabilité existentielle. La relation amoureuse est donc constamment menacée par l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux est cette attitude qui consiste à prendre les valeurs et les rôles pour des réalités objectives, pour des essences. Dans l'amour, cela signifie prendre les conventions sociales, les attentes culturelles, les images romantiques de l'amour pour des vérités absolues. L'amant en mauvaise foi se dit « je astérisque doit astérisque être aimant ». Je astérisque doit astérisque être fidèle. Je astérisque doit astérisque être passionné. Non pas parce qu'il choisit librement ses valeurs, mais parce qu'elles sont données, parce qu'elles font partie du rôle de l'amant. Il oublie qu'il est toujours libre de se redéfinir, de choisir d'autres valeurs, d'aimer autrement.
L'esprit de sérieux nous enferme dans un monde de faits, de nécessités, et nous prive de notre capacité à créer du sens, à inventer notre propre éthique, à nous transcender. Il transforme l'amour, qui devrait être un projet de liberté, en un jeu de rôle, une conformité aux attentes. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il peut apparaître comme un soulagement. Assumer notre liberté est angoissant. Choisir sans garantie, sans mode d'emploi, est difficile. Se conformer à un rôle, c'est se décharger de cette angoisse. C'est se dire « je suis comme ça, c'est ma nature, c'est mon rôle, je n'ai pas le choix ». On se persuade que l'amour est une force extérieure qui nous domine, une fatalité, et non un projet que nous construisons librement à chaque instant. On se prend pour un objet déterminé par l'amour, plutôt que pour un sujet qui choisit d'aimer. Mais cette fuite dans l'esprit de sérieux est une renonciation à la grandeur de notre propre être, une trahison de notre liberté fondamentale. Elle conduit à des relations stéréotypées, où l'authenticité est sacrifiée au profit de la conformité, où la passion se mue en habitude et l'émerveillement en prévisibilité. L'enjeu est donc de taille. Comment maintenir l'authenticité de la relation amoureuse face aux sirènes de la mauvaise foi et de l'esprit de sérieux? Sartre ne nous offre pas de recette miracle, mais une invitation à la lucidité radicale. L'amour authentique ne peut naître que de la reconnaissance mutuelle de deux libertés qui s'assument pleinement. Cela signifie renoncer à la volonté de possession de l'autre, à l'espoir d'être son fondement absolu. Cela signifie accepter que l'autre est une conscience irréductiblement qu'autre, un pour soi qui nous échappera toujours en partie, capable de choix inattendus, de surprises, de déceptions. Cela signifie aussi assumer notre propre liberté, notre capacité à nous inventer, à choisir nos valeurs, à définir notre propre manière d'aimer, sans nous laisser enfermer dans des rôles préétablis. Un amour authentique est un amour qui se construit sans cesse, par des choix libres et renouvelés. C'est un engagement qui n'est jamais acquis, qui se réaffirme à chaque instant. C'est une reconnaissance de l'altérité radicale de l'autre, une célébration de sa liberté, même si cette liberté implique le risque de la séparation. Loin d'être une fusion illusoire, l'amour devient une rencontre exigeante de deux solitudes qui choisissent de faire un bout de chemin ensemble, de partager des projets, des valeurs, des expériences, tout en respectant l'autonomie et la transcendance de chacun. C'est un amour pour des êtres lucides, des êtres qui assument leurs propres manques et qui, malgré cela, osent s'ouvrir à l'altérité de l'autre, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver dans une confrontation plus riche et plus exigeante. Cette perspective sartrienne est un appel à la responsabilité. Chaque geste, chaque parole en amour doit être un choix libre, non une contrainte. L'amour n'est pas une fatalité, mais une création. Et c'est dans cette création constante, dans cette capacité à nous réinventer mutuellement, à nous surprendre, à nous dépasser, que réside la vraie grandeur de l'expérience amoureuse. L'amour authentique est une lutte permanente contre la sédentarisation, contre le figement, contre la mauvaise foi. C'est une danse constante entre deux libertés, une danse où chaque pas est une affirmation de soi et de l'autre, une célébration de la contingence et de la beauté de l'existence. La lucidité, ici, ne nous promet pas un apaisement illusoire, mais la vitalité d'une relation vécue en pleine conscience de ses défis et de ses profondeurs. On a tous ces moments de tension dans une relation, ces instants où l'on sent qu'une distance se creuse, qu'une incompréhension s'installe, malgré la bonne volonté de chacun. Parfois, l'un parle, l'autre écoute, mais les mots semblent flotter dans un espace vide, incapable de toucher la profondeur de l'autre. Il y a cette sensation que l'on essaie de communiquer, de se connecter, mais que nos mondes intérieurs restent fondamentalement séparés. C'est le sentiment frustrant que l'autre, aussi proche soit-il physiquement et émotionnellement, demeure un mystère impénétrable, une conscience autonome dont on ne peut jamais saisir l'entièreté. Cette expérience de la distance dans l'intimité, de l'impossibilité de la fusion parfaite, n'est pas un signe d'échec personnel, mais une révélation de la structure même de la relation humaine selon Sartre. Nous sommes des pour-soi, des consciences libres, et cette liberté nous rend insaisissables, même pour ceux que nous aimons le plus profondément. Pour Sartre, le fondement de cette distance infranchissable est l'irréductibilité de la conscience à l'objet. Chaque être humain est un astérisque pour soi astérisque, une conscience qui n'est jamais figée, jamais un en soi stable et plein. Nous sommes un néant, une vacuité qui se projette constamment vers l'avenir, choisissant et créant notre propre sens. Nous ne sommes jamais entièrement ce que nous sommes toujours en dépassement de nous-mêmes, en transcendance. Or, l'autre, en tant que conscience, est lui aussi un pour soi. Et lorsque nous regardons l'autre, nous tentons de le saisir, de le comprendre, de le définir. Nous tentons de le transformer en un objet dans notre champ de conscience, en un en soi que nous pourrions maîtriser. C'est le processus d'objectivation, de astérisque transcendance transcendée astérisque, où ma conscience tente de circonscrire celle de l'autre. Le paradoxe de l'amour réside précisément là. L'amant désire posséder la liberté de l'aimer,
le faire exister pour lui seul, le faire devenir l'objet absolu de son monde. Mais il ne veut pas l'anéantir, car une liberté anéantie n'a plus de valeur. Il veut que l'aimer le choisisse librement, mais que ce choix soit irréversible, comme si sa propre existence était la condition même de la liberté de l'autre. C'est une quête impossible, car la liberté de l'aimer est irréductible. Elle échappe à toute prise, à toute fixation. L'aimer, en tant que pour soi, ne peut jamais être entièrement contenu dans l'image que l'amant a de lui, ni dans le rôle qu'il est censé jouer. Il reste une conscience autonome, capable à tout moment de se désengager, de se détourner, de juger l'amant à son tour, de le réduire à un objet. Cette irréductibilité de la conscience de l'autre signifie que la fusion astérisque est une illusion. On ne peut pas devenir un, avec l'être aimé, abolir les frontières de nos êtres. Chaque conscience est une monade, pour reprendre une image leibnizienne, un monde à part entière, sans fenêtre directe sur les autres. La communication est toujours médiatisée, partielle, sujette à interprétation. On ne peut jamais connaître l'autre de l'intérieur, saisir l'intégralité de son vécu, de ses pensées, de ses projets. L'autre reste toujours une source de surprise, d'étrangeté, d'altérité. Et c'est cette altérité, cette distance fondamentale, qui rend la relation amoureuse si complexe et si potentiellement douloureuse. L'amour est une tentative désespérée de franchir cette distance, de combler cet abîme, une tentative qui est structurellement vouée à l'échec dans sa forme la plus fusionnelle. Cette absence de fusion n'est pas une faiblesse de l'amour, mais sa condition même. Si la fusion était possible, si l'autre devenait un pur objet pour moi, il cesserait d'être une conscience, une liberté. Et ce que l'amant désire, c'est précisément d'être aimé par une liberté, de se sentir reconnu par un autre sujet. La non-fusion est le prix de la reconnaissance de l'autre comme sujet. C'est un dilemme incontournable. L'amour est donc une oscillation incessante entre la tentative de posséder la liberté de l'autre et le respect de cette liberté qui est par nature insaisissable. C'est un mouvement sans fin, une quête insatisfaite, une aspiration à l'absolu qui se heurte à la contingence et à l'irréductibilité d'autrui. Mais cette lucidité, loin de nous enfermer dans le désespoir, nous ouvre la voie à une forme d'amour plus authentique, un amour qui assume sa propre nature paradoxale. Un amour authentique n'est pas la fusion, mais la reconnaissance mutuelle de deux libertés qui s'assument pleinement. C'est un engagement constant à vouloir la liberté de l'autre, même si cette liberté implique la possibilité de nous décevoir, de nous quitter, de ne plus nous choisir. C'est un choix courageux de vouloir l'autre pour ce qu'il est, une conscience libre et imprévisible, plutôt que pour ce qu'il nous apporte ou ce qu'il comble en nous. Il s'agit d'une acceptation radicale de la contingence, de la vulnérabilité, de la solitude inhérente à la condition humaine. Cet amour lucide exige une grande maturité existentielle. Il demande de chaque individu d'assumer sa propre solitude, son propre manque, sa propre liberté, sans chercher à se réfugier dans l'autre. Il invite à construire une relation non pas sur la dépendance mutuelle, mais sur le respect de l'autonomie de chacun. Les deux amants, conscients de leur propre néant et de l'irréductible altérité de l'autre, choisissent de créer un sens ensemble, de partager des projets, des valeurs, des expériences, sans jamais prétendre se fondre l'un dans l'autre. C'est un amour qui ne nie pas la distance, mais qui l'embrasse comme une condition de la rencontre, une source de vitalité et de renouvellement. Loin d'être une faiblesse, la reconnaissance de cette tension permanente est la marque d'un amour plus exigeant, plus vrai, plus respectueux de la dignité de chacun. La grandeur de la perspective sartrienne réside dans son invitation à une forme d'amour dénué de complaisance, un amour qui ose regarder en face la complexité de l'être humain et de ses liens les plus profonds. Il nous pousse à nous libérer des mythes romantiques qui promettent une fusion illusoire et qui, par là même, nous prépare à la déception. En reconnaissant que l'amour est un projet risqué, une entreprise toujours en devenir, nous nous ouvrons à la possibilité d'une relation plus mature, une relation qui célèbre la liberté de l'autre et la nôtre, même si cela implique une vulnérabilité constante et une absence de garantie définitive. C'est un chemin qui, loin de nous promettre le repos, nous offre la richesse d'une rencontre exigeante et authentique, une rencontre où chaque moment est un choix renouvelé, une affirmation de soi et de l'autre dans toute leur complexité, une danse consciente avec cette distance qui, paradoxalement, rend la rencontre possible et précieuse. Dans cette danse, rien n'est jamais acquis. Rien n'est figé. Chaque geste est une décision. Chaque regard est une reconnaissance silencieuse que l'autre ne nous appartient pas. Et pourtant, c'est précisément cette impossibilité de possession qui donne à la relation sa valeur la plus haute. On cesse alors de chercher la garantie. On cesse d'exiger la promesse d'éternité comme une assurance contre l'angoisse. On comprend que la grandeur du lien ne réside pas dans sa fusion, mais dans sa lucidité. Deux libertés qui se regardent sans se capturer. Deux consciences qui avancent côte à côte sans se réduire l'une à l'autre. Comme le suggérait Sartre, l'homme est condamné à être libre.
Cela signifie que même dans l'amour, nous restons responsables de nos choix, de nos engagements, de notre fidélité à nous-mêmes. Rien ne nous dispense de cette tâche. Rien ne nous protège de cette exigence. Et c'est peut-être là que la maturité commence. Non pas quand la peur disparaît, mais quand elle n'empêche plus le choix. Non pas quand la distance s'efface, mais quand elle devient l'espace même de la rencontre. L'amour cesse alors d'être une quête de fusion. Il devient un acte conscient, une décision répétée, une responsabilité assumée. Si cette réflexion a éclairé quelque chose en vous, soutenez la chaîne en vous abonnant, en laissant un j'aime et en partageant en commentaire ce que cette idée a transformé dans votre manière de voir la relation. Chaque interaction permet à ces pensées de continuer à circuler et à nourrir une vision plus lucide des liens humains. Car au fond, aimer véritablement, c'est accepter la liberté de tel autre sans renoncer à la sienne. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.